premier exemple, on va prendre un signal E de t ici, de fréquence f, et on cherchera à extraire la sinusoïde ou l'harmonique 5f seule. On va essayer d'éliminer toutes les autres. Alors, je commence par visualiser ce signal sur l'oscilloscope. On vient, comme vous le voyez, c'est un signal d'amplitude 10 volts et de période 10 millisecondes. Je rappelle que le signal carré, on l'a vu dans la dernière vidéo, il s'écrit 4e sur pi, une constante, multiplié par sinus oméga t, plus la même constante qui est 4e sur pi, divisé par 3, multiplié par sinus 3 oméga, et ainsi de suite, en divisant par 5, par 7, jusqu'à l'infini. En pratique aussi, nous avons dit que ce signal, son spectre, il s'étend sur quelques dizaines, voire quelques centaines d'harmoniques seulement. Pas besoin d'aller jusqu'à l'infini pour des raisons de précision et ou de bruit. Alors, comment extraire la sinusoïde de fréquence 5f seule? Je représente le spectre de mon signal ici, en échelle. Pas besoin d'échelle logarithmique ici. Je vais utiliser une échelle linéaire toute simple. Et comme vous voyez, vous avez f, 3f, 5f, 7f. Ce sont des pulsations impaires qui représentent le spectre du signal carré. Et qu'est-ce que je veux? Je veux éliminer toutes les fréquences qui composent ce signal et laisser seulement la composante de fréquence 5f. Alors, le filtre que je dois utiliser, je vais représenter de façon très approximative son comportement sur cette nouvelle ligne que je rajoute ici. Alors, ce filtre, il va éliminer toutes ces fréquences-là. Il doit éliminer toutes ces fréquences-là. Il va laisser seulement les fréquences qui passent dans cet intervalle-là. Alors, de quel type est ce filtre? Clairement, il s'agit d'un passe-bande puisqu'il laisse seulement une petite bande de fréquences passer. Et un passe-bande a toujours une bande finie, donc on ne peut pas choisir un filtre qui laisse passer seulement un point, une fréquence de valeur exacte. Donc nous avons toujours un intervalle, une certaine largeur, comprise entre les deux fréquences de coupure, que je vais appeler ici FC1 et FC2. Alors voilà, la bande passante allant de FC1 jusqu'à FC2, elle doit contenir la fréquence qu'on veut garder, et toutes les autres, elles doivent être exclues de cet intervalle-là, donc elles doivent se trouver en dehors de la bande passante. Voilà un peu de façon très approximative ce qu'on doit faire. Alors, quelles sont les expressions justement du FC1 et FC2? Nous avons déjà étudié un filtre passe-bande d'ordre 2, linéaire d'ordre 2, qui est caractérisé par une fréquence propre F0, et cette fréquence F0, en fait, elle se trouve à peu près au milieu de cette bande passante. Et la largeur de bande passante aussi, elle est paramétrée par le facteur de qualité Q du filtre. Et nous avons déjà établi par le calcul les deux pulsations de coupure, oméga C1 et oméga C2. On les a exprimées en fonction de oméga 0 et Q. Ici, nous voulons des fréquences, donc il suffit de diviser toutes les équations par 2pi. Voilà, je divise tout par 2pi et ça transforme tous les oméga en F. Donc voilà les expressions de FC1, FC2. Ce sont les fréquences de coupure du filtre passe-bande d'ordre 2 pour n'importe quelle valeur de Q et de F0. Ici, j'utilise un filtre passe-bande dans le but de sélectionner quelques fréquences bien précises. Donc, je vais utiliser un filtre de bande passante assez petite. Donc, je vais utiliser un facteur de qualité assez élevé. Par exemple, si je prends par exemple Q égale à 5, alors Q au carré égale à 25, 4Q au carré égale à 100, et on voit que 100 est très grand devant 1. Donc, dans cette racine, on peut négliger le 1 si Q est assez grand. Si je néglige le 1, la racine de 4Q au carré, c'est 2 fois Q, ce qui se simplifie avec le 2 fois Q ici. Donc si la valeur de Q est assez grande, si Q égale à 5, si Q égale à 10, si Q égale à 100, donc on peut écrire de manière approximative les fréquences de coupure FC1, FC2. On peut se contenter de cette écriture-là. Et dans cette écriture-là, on voit que F0, il se trouve au centre de l'intervalle. Voilà, ces deux fréquences de coupure sont à distance égale de F0. On va rester dans cette approximation tout au long des exemples. Et si je veux maintenant bien préciser que doit faire le filtre pour sélectionner la fréquence 5F, je dois utiliser un filtre passe-bande. Il faut que sa fréquence F0 soit égale à 5F. Donc il faut que la valeur 5F du signal soit centrée au niveau de l'intervalle de la bande passante. Et il faut que la bande passante, FC1 moins FC2, elle soit assez petite pour qu'elle puisse à la fois exclure toutes les autres fréquences et laisser seulement 5F au milieu. Par exemple, si je prends FC2 est égal à 5,25 fois F et FC1 égale 4,75 et je représente à l'échelle l'intervalle ici, comme vous le voyez,
Si on regarde comme ça, il me semble que l'intervalle est assez petit. Je pose la question, est-ce qu'il est assez petit comme ça? Quand même, je vois qu'il est assez loin de 3f et 7f. Si je calcule, si j'utilise ces expressions, on trouve que sa largeur est égale à 0,5f. Et si j'utilise ces valeurs-là, je peux calculer la valeur de Q correspondante. Donc, pour avoir cette valeur-là, il faut que Q soit égal à 10. On peut facilement le vérifier ici. Alors, si je fais ces choix-là, est-ce que cela va marcher? Essayons. Alors, je reprends ma source qui délivre le signal E de T et je la mets à l'entrée de mon filtre passeband, ici qui est un circuit RLC. Et voilà mon signal de sortie. Ça sera le signal au niveau de la résistance, parce qu'on l'a déjà vu. C'est le signal au niveau de la résistance qui nous donne un filtre passeband pour ce circuit-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais choisir les valeurs de L, C et R de façon à ce que F0 soit égal à 5F et Q soit égal à 10. Je vous rappelle que l'expression de F0 elle s'écrit qui est en oméga 0 sur 2pi, elle est égale à 1 sur 2pi fois la racine de LC, et que la valeur de Q, pour ce circuit en particulier, est égale à 1 sur R, la racine de L sur C. Alors, il est possible de choisir donc les valeurs de R, L et C de façon à ce que Q soit égal à 10 et F0 égale à 5F. Avant de brancher l'oscilloscope sur le signal de sortie, précisons d'abord à quoi devrions-nous nous attendre à voir sur l'oscilloscope pour ce signal de sortie. Alors, la fréquence 5F, c'est un signal de fréquence 5 fois plus grande que celle du signal qu'on observe là sur l'oscilloscope. Donc, cette échelle de 5 millisecondes, en fait, n'est pas adaptée pour bien voir cette fréquence-là. Donc, avant de brancher, je dois changer l'échelle horizontale, donc ici sur l'oscilloscope, et je passe à cette échelle-là. Donc, une division représente 1 milliseconde. Maintenant, je branche mon oscillo sur la sortie, et que voyons-nous ici? Donc, c'est un signal qui semble avoir une fréquence 5 fois plus grande que la fréquence f du signal carré, mais qui n'a pas une amplitude qui semble constante. Il semble que le signal n'est pas une sinusoïde pure ici. Donc, nous n'avons pas réussi à filtrer la fréquence 5f seule. Pourquoi? En fait, ici, parce que la valeur de Q égale à 10 n'est pas assez grande. Parce que la bande passante que nous avons choisie, qui semblait être assez petite, n'est pas assez petite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une bande passante plus petite. Il faut augmenter la valeur de Q. Comment doit-on faire, ou comment pourrions-nous augmenter la valeur de Q? Donc, si on change L ou on change C seul, certes, on peut changer la valeur de Q, mais aussi on va changer la valeur de F0. Pour changer seulement la valeur de Q, on peut agir sur la résistance R. Alors, on prend une résistance variable, ici, et pour faire diminuer la largeur de la bande passante, il faut augmenter la valeur de Q. Et pour augmenter la valeur de Q, il faut diminuer la valeur de R. Alors, diminuons la valeur de R. Voilà pour Q égale à 30. Si je regarde ici sur l'oscilloscope, je vois que à la sortie, nous avons un signal quasiment sinusoïdal de fréquence 5F. Donc voilà, donc il faut utiliser un filtre passebande de fréquence F0 égale à 5F, mais il faut que la valeur de Q soit assez grande. Donc la valeur 10 que nous avons choisie a été choisie au hasard, et il ne faut pas choisir la valeur de Q au hasard, il faut bien chercher quelle est la valeur de Q qui soit assez acceptable. Alors que s'est-il passé? Alors pourquoi ça marche avec la valeur de Q égale à 30 et ça ne marche pas avec la valeur de Q égale à 10? En réalité, les fréquences qui se trouvent hors de la bande passante ne sont pas totalement éliminées par le filtre, elles sont seulement atténuées. Elles ont une amplitude certes plus faible qu'au début, mais elle n'est pas totalement nulle, donc elles sont toujours là, elles sont présentes. Et on peut considérer que le signal est quasiment égal à la sinusoïde 5F seule si la puissance des autres sinusoïdes est assez faible devant celle de la fréquence 5F. Donc, puisqu'on ne peut pas annuler complètement les autres fréquences, donc il faut mettre un certain critère sur leur puissance, par exemple, ou leur amplitude. On peut, par exemple, modifier un peu cette phrase et écrire qu'on cherche à extraire la sinusoïde 5F seule, et telle que les puissances des autres harmoniques soient au moins 100 fois plus faibles. Comment traduire ceci d'un point de vue du gain? Ici, on travaille avec des amplitudes et pas avec des puissances. Le gain en décibels est égal à 20 fois log de l'amplitude à la sortie divisé par l'amplitude à l'entrée pour une sinusoïde donnée.
Alors pour illustrer un peu cette relation, je vais prendre quelques valeurs. Ici, si je prends le gain 0 décibels, en fait, il correspond à SM sur EM égale à 1. Si je me trouve dans le cas où le signal de sortie est de même amplitude que les signaux d'entrée, donc j'ai un gain nul. Et si je prends un signal de sortie 10 fois plus faible que le signal d'entrée, alors j'ai un gain égal à moins 20 décibels. Il suffit ici de remplacer SM sur EM par 1 sur 10. Log de 1 sur 10 égale moins 1, et ça fait un gain de moins 20 décibels. Je peux aussi remplacer SM sur EM par 1 sur 32 à peu près, et cela correspond à peu près moins 30 décibels, ou bien 1 sur 100, un rapport de 1 sur 100 qui correspond à moins 40 décibels. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si le signal à la sortie est 10 fois plus faible qu'à l'entrée, on dit que lui correspond un gain égal à moins 20 décibels. Et s'il est 100 fois plus faible, c'est un gain de moins 40 décibels. Pourquoi ces valeurs-là? Parce que je vais maintenant représenter le diagramme de Boyle. Donc je commence d'abord par représenter le spectre de mon signal carré ici, sur cette échelle logarithmique. Vous avez ici 1, ensuite une décade, donc c'est la valeur 10, 100, 1000, etc. Nous avons déjà expliqué cette représentation dans les vidéos précédentes, mais pour l'échelle verticale, les amplitudes, elles sont représentées de façon un peu arbitraire et elles ne respectent pas une certaine échelle. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je veux lui superposer le diagramme du Bode du filtre pour bien voir ce qui arrive au signal. Pour le filtre, je dois utiliser une échelle quand même, donc je précise qu'ici, chaque ligne correspond à moins 10 décibels, moins 20, moins 30, etc. Et le filtre que j'utilise ici, c'est un filtre passebande de fréquence F0 égale à 5F. Où est l'harmonique 5F? Il est là. Lui correspond à la valeur F0 du filtre. F0 du filtre passebande, je rappelle, c'est la valeur où se rencontrent les deux asymptotes. Pour la valeur Q égale à 10, qui n'a pas donné un résultat satisfaisant. Pour cette valeur-là, les asymptotes, elles se rencontrent au niveau de F égale à 5F, 0 égale à 5F, et leur ordonnée à l'origine, elle correspond à moins 20 log de Q, donc ce qui donne moins 20 décibels ici pour l'ordonnée à l'origine. Voilà les deux asymptotes du diagramme. Et on sait qu'il admet un max, un gain nul, donc la courbe, elle passe comme ça. Voilà, c'est la courbe du gain en décibels du filtre passebande. Elle est tout simplement décalée pour qu'elle soit alignée avec la fréquence 5F parce que nous avons choisi F0 égale à 5F. On voit que pour les autres fréquences, le gain n'est pas égal à 0, le gain est égal à une valeur négative. Alors, par exemple, pour la fréquence 3F, il vous correspond à peu près un gain égal à moins 20. Donc la fréquence 3F a été à peu près, son amplitude a été à peu près atténuée 10 fois. Et ici, pour la fréquence 7F, on voit qu'il lui correspond à un gain égal à moins 17 à peu près. Est-ce que ces valeurs ont été suffisantes? On a vu que sur l'oscilloscope, non. En fait, le signal était clairement déformé. Visuellement, comme ça, on a dit que le signal n'était pas vraiment ressemblant à une sinusoïde de 5F. Alors, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû augmenter la valeur de Q. Alors, je vais changer la valeur de Q, je vais augmenter la valeur de Q. Voilà, si je prends Q égale à 15, le gain n'est pas, en décibels, n'est pas encore égal à moins l'infini pour ces fréquences-là, mais il a diminué. Donc vous voyez ici, vous avez pour la fréquence 3F maintenant un gain égal à moins 24 à peu près, et pour la fréquence 7F, vous avez à peu près un gain égal à moins 20. Donc, la valeur Q égale à 15 élimine mieux les autres fréquences, bien qu'elles soient déjà en dehors de la bande passante. Donc, être en dehors de la bande passante n'est pas suffisant. Donc, il faut que la bande passante soit assez petite pour que le gain correspondant aux fréquences éliminées soit assez faible pour qu'il soit bien atténué. Donc, nous avons même utilisé la valeur Q égale à 30, et vous avez vu ici, par exemple, pour la fréquence 3F, que le gain maintenant, il est égal à moins 30 décibels, c'est-à-dire que l'amplitude de ce signal-là a été diminuée à peu près 32 fois. Donc il faut bien choisir la valeur de Q pour que les fréquences indésirables et voisines soient bien atténuées. Alors ce critère sur les puissances, on peut le traduire par un petit calcul. On veut que la puissance des fréquences des harmoniques voisines soit 100 fois plus faible que celle de l'harmonique 5F. Prenons par exemple l'harmonique 3F, et sa puissance, on va la noter P3, et on va la comparer à la puissance de l'harmonique 5F, c'est la fréquence qu'on veut garder, et sa puissance, on va l'appeler P5. Comment calculer les puissances? Les puissances sont proportionnelles au carré des amplitudes, au niveau de la résistance par exemple. Et si elles sont proportionnelles aux amplitudes, on peut simplifier la constante, et il nous reste S3 au carré, divisé par l'amplitude S5 au carré.
Et comment calculer l'amplitude S3 à la sortie? Donc, elle peut être obtenue à partir de la valeur de l'amplitude à l'entrée en utilisant la définition du gain en tension. Alors, le gain en tension, c'est le rapport des amplitudes. Donc, l'amplitude à la sortie est égale au gain multiplié par l'amplitude à l'entrée. Pour S3, j'utilise le gain pour la fréquence 3F fois E3. Et pour l'amplitude S5, j'utilise le gain à la fréquence 5F multiplié par E5. Bien sûr, le gain, tout comme la fonction de transfert, il dépend de la fréquence. Donc, je dois à chaque fois utiliser la valeur de gain correspondante. Alors, il s'agit d'un signal carré. Les amplitudes E3 et E5, elles sont reliées par une relation. En fait, l'amplitude E3 est égale à l'amplitude E1 divisé par 3 et l'amplitude E5 est égale à l'amplitude de E1 divisé par 5. Ça, c'est un résultat de la décomposition de Fourier du signal carré. Et il me reste les expressions du gain ici. Pour la fréquence 5F, c'est la fréquence que je choisis égale à F0. Et pour cette valeur-là, le gain est égal à 1. C'est le gain maximal de ce filtre-là. C'est un filtre passe-bande passif. Et donc le gain en 5F, il est égal à 1. Donc c'est ce qui nous laisse le rapport des puissances égale au gain à la fréquence 3F au carré, multiplié par 5 sur 3 au carré, c'est une constante. Et ce rapport de puissance doit être inférieur à 1 sur 100. Voilà, j'ai traduit ce critère sur des puissances par un critère sur le gain. Alors le gain doit être inférieur à 3 sur 50. Ceci traduit la condition que P3 sur P5 soit inférieur à 1 sur 100. Je peux utiliser ce résultat-là pour calculer le gain en décibels qu'il faut avoir. Le gain en décibels à la fréquence 3F, c'est 20 log du gain en tension à la fréquence 3F. Donc, si je prends 20 log des deux membres de cette inégalité, voilà comment se traduit la condition sur le gain en décibels. Et je peux calculer ce nombre-là, et je trouve qu'il est égal à moins 24,4 décibels. Donc je vois que par exemple sur le diagramme de Bode, le gain correspondant à la fréquence 3F, en fait il doit être inférieur ou égal à moins 24 décibels à peu près pour que cette condition sur les puissances soit satisfaite. Ou bien je peux utiliser cette valeur, cette condition sur le gain, pour calculer la valeur de Q. Il suffit de remplacer le gain par son expression. Je rappelle que pour le filtre passe-bande, le gain, qui est le module de la fonction de transfert, on l'a calculé, il s'écrit comme ça. Bon, ici c'est le gain au carré, et le gain au carré, il doit être inférieur ou égal à 3 sur 50, plutôt au carré. Et de là, je peux extraire la valeur de Q, ou extraire la condition sur la valeur de Q. Alors, je peux prendre les inverses, comme ça. Donc, je peux ensuite soustraire un des deux membres et diviser par ce rapport des fréquences. Et voilà la condition sur Q. Si je prends maintenant F0 égale à 5F, nous obtenons notre condition sur Q si vous faites l'application numérique. Alors vous avez Q supérieur ou égal à 15,6. Alors pour un facteur de qualité égal à 15,6 ou plus, la puissance à la fréquence 3F est 100 fois plus faible que la puissance à la fréquence 5F. En fait, ici, j'ai pris l'harmonique la plus proche. L'harmonique la plus proche, c'est 3F. En fait, il y a une autre harmonique qui est aussi proche que 3F, c'est l'harmonique 7F. Et si j'utilise la même formule ici pour calculer 7F, alors je dois remplacer 3F par 7F. Et je peux remplacer ici ce 3-là par 7. Et si je refais les calculs, alors je peux traduire la condition P7 sur P5 inférieure à 1 sur 100 par une condition sur Q qui doit être supérieure ou égale à 10,3. Et nous voyons que c'est cette condition qui l'emporte dans ce cas-là. Mais ici, à ce niveau-là, vous pouvez vous poser la question. Et pourquoi pas ne pas employer une valeur de Q la plus grande possible, puis c'est tout. Pourquoi ne pas mettre Q égale à 1000 et une affaire réglée? Ne suffit-il pas de choisir la valeur de Q la plus grande possible, puis c'est tout, puisqu'on cherche qu'à extraire une simple sinusoïde, non? Oui, dans le cas où on cherche seulement à extraire une simple sinusoïde, on peut choisir la valeur de Q la plus grande possible et l'affaire est réglée. Mais en réalité, dans la pratique, on ne cherche pas à extraire une seule sinusoïde, mais plutôt un groupe ou un signal ayant un petit spectre parmi d'autres signaux. Donc c'est pour la raison pour laquelle on ne peut pas choisir la valeur de Q la plus grande, parce que sinon la bande passante devient trop étroite et ne contient plus le signal que nous voulons filtrer. Donc en réalité, il y a des compromis à faire pour la valeur de Q. Pour illustrer ceci, on va faire un exemple. Donc, comme vous voyez ici, vous avez un signal sinusoïdal E de t de pulsation oméga p et d'amplitude E0. C'est un signal qui s'écrit comme ça. Je vais choisir une phase initiale nulle pour simplifier.
Ça ne change rien à la généralité des conclusions que l'on va faire ici. Et comme vous voyez, ce signal est une sinusoïde pure, donc sa durée de vie est infinie. C'est un signal qui se répète de façon périodique, identiquement à lui-même. Est-ce que je peux utiliser ce signal pour transmettre de l'information? Non, en fait, ce signal reste tel qu'il est. Donc, sans changement d'amplitude, sans changement de fréquence, il n'y a rien qui puisse indiquer qu'il y a des changements quelque part. Et si je n'arrive pas à marquer quelques changements dans ce signal-là, je ne pourrai pas faire transporter de l'information sur ce signal-là. Pour transporter de l'information dans ce signal, je dois modifier l'un de ces paramètres légèrement. Par exemple, ici, je peux utiliser un signal d'amplitude légèrement variable. En fait, l'amplitude variable en elle-même, elle représente une autre fréquence qui traduit une information, par exemple, sur un autre signal que j'ai détecté, par exemple un signal sonore ou tout autre signal. Je prends ici le cas où l'amplitude varie de façon sinusoïdale, pour simplifier, mais ça pourrait être n'importe quelle autre variation d'amplitude. Alors cette amplitude variable, en fait, c'est une sinusoïde de valeur moyenne E0, de pulsation qu'on va appeler oméga 1, c'est une pulsation ici inférieure à oméga p, puisque sa valeur moyenne est E0, donc elle s'écrit comme ça, E0 plus son amplitude, je vais l'appeler E1, amplitude E1 multipliée par cosinus oméga t plus phi1. Donc ce terme-là représente bien l'amplitude, la fonction en rouge ici représentée, qui tourne autour de la valeur moyenne E0. Et toute cette fonction-là, elle joue le rôle d'une amplitude variable pour la fonction cosinus oméga p. Ce que vous voyez ici est un exemple de signal modulé. Et c'est comme ça que les signaux transportent de l'information, c'est en modulant, par exemple, leur amplitude ou d'autres paramètres. Alors ce signal modulé est-il une sinusoïde pure? Non, donc on ne peut pas représenter son spectre par une seule pulsation comme ça. En fait, c'est un signal qui possède plusieurs fréquences. On va aller chercher. En faisant le développement, nous avons un premier terme, E0 cosinus oméga p, t, et un deuxième terme, E1 fois un produit de cosinus. Ce produit de cosinus, par formule trigonométrique, on peut le changer en une somme de cosinus. Le but ici, c'est d'écrire E de t sous la forme d'une somme, dans le but de voir son spectre. Je garde mon premier terme, puisqu'il s'agit d'une sinusoïde simple, et ce produit-là, je le transforme à l'aide d'une formule trigonométrique. Alors, le produit des cosinus, ça nous donne 1 demi cosinus de la somme, plus 1 demi cosinus de la différence. Alors que ce que vous voyez ici, vous avez trois fonctions sinusoïdales. La première est d'amplitude E0 et de fréquence oméga p, donc elle correspond déjà à cette ligne-là, à cette raie-là. Grâce à la modulation, vous avez deux autres sinusoïdes qui apparaissent ici. Une sinusoïde de fréquence légèrement inférieure à oméga p et une autre de fréquence légèrement supérieure à oméga p. Et elles ont toutes les deux une petite amplitude égale à 1 demi E1. Donc voilà le spectre de ce signal modulé. Il contient trois fréquences. L'étendue de ce spectre elle peut être plus ou moins grande en fonction de la valeur de oméga p qu'on choisit ici. Par exemple, si je prends oméga p le double de ce que vous voyez là sur l'écran, si je double oméga p, et si je modifie l'échelle de représentation du spectre, voilà à quoi ressemble le spectre. Nous avons maintenant une largeur relative plus petite du spectre. Cela dépend de oméga p et de oméga 1, bien sûr. Maintenant, si l'amplitude qui module le signal n'est pas une sinusoïde simple, mais la somme de deux sinusoïdes qui tournent autour de la valeur E0, par exemple comme ça, sur la figure. Donc ici, l'amplitude, en réalité, est une somme de deux sinusoïdes, une pulsation oméga 1, une pulsation oméga 2, ayant deux amplitudes différentes, E1 et E2, qui tournent autour de leur moyenne E0. Et tout ça joue le rôle d'une amplitude pour cosinus oméga p. Alors je peux maintenant répéter le même raisonnement et trouver des résultats similaires. En fait, il suffit de développer et de transformer les produits de cosinus en des sommes par la même formule trigonométrique. Et voilà, j'obtiens cette somme-là. Nous avons les termes vus précédemment et nous avons deux nouveaux termes qui apparaissent, qui font intervenir cette nouvelle fréquence ou pulsation oméga 2. En fait, elle représente deux nouvelles composantes dans le spectre. Donc si on rajoute une autre fréquence oméga 2, ça rajoute deux nouvelles raies dans le spectre. Et si j'utilise trois composantes spectrales dans le signal qui module l'amplitude, alors ça me rajoute deux autres raies dans le spectre de façon symétrique. J'ai maintenant le résultat général. Donc si j'ai une somme du deux sinusoïdes ici, alors je peux développer et à chaque fois transformer le produit de cosinus et cosinus en une somme par une formule trigonométrique. Et
pour chaque oméga n qui apparaît dans cette somme, on peut rajouter deux raies symétriques dans le spectre, qui correspondent à oméga p plus n et oméga p moins n. C'est le même calcul que nous avons fait pour oméga 1. Maintenant, si j'utilise comme amplitude variable un signal carré comme ça, qui contient un très grand nombre d'harmoniques, alors dans le spectre, on voit des raies qui ressemblent à celles du signal carré et leur symétrique de l'autre côté. Comme ça. Pour des raisons de clarté, le spectre correspondant à ce signal-là n'est pas représenté à l'échelle ici. En réalité, ce spectre-là correspond à une valeur de oméga p de valeur beaucoup plus grande que celle que vous voyez ici sur la courbe, mais ça n'empêche que ça donne une idée sur l'allure du spectre. Maintenant, on se pose la question suivante. Si une source délivre deux signaux modulés en superposition, par exemple, c'est une sorte d'antenne qui capte deux signaux modulés, ce sont deux signaux ayant deux spectres comme ça, E1, E2. Ce sont deux signaux modulés correspondant à une fréquence centrale FP1 et FP2 différentes. Si, par exemple, je veux garder seulement le signal E1 de T et éliminer l'autre, comment filtrer E1 de T? Alors, je trace une droite et j'indique ce que doit faire mon filtre. En fait, mon filtre est un filtre passe-bande qui doit éliminer toutes les fréquences et ne laisser que celles qui appartiennent au spectre de E1 de T. Donc, je dois choisir FC1 et FC2 comme ça. Alors, cette fréquence F0, qui est la fréquence propre du filtre, elle doit correspondre à la valeur FP1. Et à quelles conditions doit satisfaire la bande passante? Je vais l'appeler ici delta F, qui est par définition FC2 moins FC1. Alors cette bande passante, elle doit être assez large pour contenir tout le spectre de E1 de T, mais elle doit être suffisamment petite pour que le signal E de T soit le plus petit possible, pour qu'il ait la puissance la plus faible possible. Donc vous voyez donc le compromis à faire ici. Donc ici j'ai ma source qui délivre en fait la superposition de ces deux signaux, et voilà mon filtre passe-bande, un simple circuit RLC série, et mon signal de sortie au niveau de la résistance. Je rappelle que l'expression de Q, c'est 1 sur R multiplié par la racine de L sur C, que la valeur de F0 est donnée par 1 sur 2pi racine de L fois C, et la bande passante delta F est égale à F0 sur Q. Remplacez et faites les simplifications, vous trouvez que la bande passante est égale à R sur 2pi L. Par exemple, ici, je vois que la bande passante n'inclut pas toutes les composantes spectrales de E1 de T. Alors, comment faire pour élargir cette bande passante? Sur quels paramètres je dois agir ici dans le circuit? Si je modifie L ou C, ça va modifier F0. Donc, je peux agir sur la résistance. La résistance modifie la valeur de Q sans modifier la valeur de F0. Et ça modifie aussi, comme vous le voyez ici, ça modifie la valeur de delta F sans modifier la valeur de F0. Alors, je prends une résistance variable. Et pour augmenter la valeur de delta F, je dois augmenter la valeur de R. J'augmente la valeur de R, comme ça. Là, je vois que c'est un peu trop, donc je peux ramener à cette valeur-là. Et comme vous voyez, c'est un peu qualitatif ce que je viens de faire, mais ça illustre bien le compromis qu'il faut faire. Le delta F doit être assez petit, mais pas trop petit, bien adapté au signal E1 de T. Alors maintenant, si je veux, par exemple, au lieu de choisir le signal E1 de T, je veux passer à l'autre signal E2 de T. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de modifier mon filtre de façon à ce que le centre de la bande passante corresponde à la valeur FP2. Comment modifier la valeur de F0 sans modifier delta F? Alors si je modifie L, ça va modifier la valeur de delta F, mais si j'agis sur C, la capacité ici, je peux modifier la valeur de F0 sans que delta F ne change. Donc je vais utiliser un condensateur de capacité variable. Pour faire augmenter la valeur de F0, on peut diminuer la valeur de C, comme ça. Je prends par exemple les valeurs 500, 600, et ici on voit par exemple qu'à la valeur 700 kHz, on arrive à faire correspondre F0 avec la fréquence FP2 centrale du signal E2 de T. Voilà si on résume le filtrage par un filtre basse-bande. Il faut que la valeur centrale du spectre à filtrer soit au centre de la bande passante. Elle doit correspondre à F0. Et il faut que la largeur de la bande passante soit trop grande ni trop petite, qu'elle soit adaptée. Il faut que le filtre passe-bande soit assez sélectif en fonction de ce qu'on veut faire avec les signaux filtrés. On prend maintenant d'autres exemples de filtrage par des filtres de types différents. Pour cet exemple, je vais commencer par une grille semi-logarithmique
que vous voyez ici, sur laquelle je marque la fréquence f du signal que je vais utiliser. Et ici 10f et 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 4f. Et ici, je représente un dixième de f, un centième de f, et ainsi de suite, f sur 1000, f sur 10 000, f sur 100 000. Et il est clair qu'en de décade en décade, on n'arrivera jamais à la valeur 0. On ne peut pas le représenter sur cette échelle logarithmique des fréquences. C'est important à signaler ici. Et voilà par exemple le spectre d'un signal périodique représenté en échelle logarithmique. Les valeurs d'amplitude sont ici arbitraires et n'obéissent pas à une certaine échelle. Ce qui nous intéresse, ce sont seulement leurs valeurs de fréquence correspondantes. Maintenant, on va voir quel est l'effet d'un filtre passe-haut d'ordre 1 sur ce signal-là. Donc, je vais représenter le diagramme de Bode d'un filtre. Que je commence ici par préciser l'échelle de l'axe vertical, 0 décibels, moins 10 décibels, moins 20, moins 30 et moins 40. Alors, sa fréquence de coupure, pour commencer, je vais la placer égale 10f à une décade à droite de f, ici. Et voilà le diagramme de Bode. Comme vous voyez, il contient deux asymptotes, une asymptote à droite pour les hautes fréquences, une asymptote horizontale à 0 décibels, et à gauche une asymptote oblique qui passe par la fréquence FC ici. Elle a une pente plus 20 décibels par décade. Pour cette valeur de FC, on voit que certaines fréquences du signal sont en dessous de FC et d'autres au-dessus de FC. Donc, l'effet de ce filtre sur ce signal-là n'a pas un effet intéressant puisque les différentes composantes sont traitées de façon très différente les unes des autres. Alors, le filtrage dans ces conditions-là ne donne pas un résultat intéressant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer un peu la valeur de FC. Par exemple, je vais diminuer la valeur de FC. Si je prends FC égale à 1 fois F. Pour cette valeur de FC, on voit que plusieurs composantes spectrales du signal sont dans la région où le gain est nul, mais on voit que la fondamentale ne l'est pas, donc à cause de cette valeur négative. Donc je continue à diminuer FC. Si je prends par exemple FC égale 1 dixième de F, voilà maintenant que toutes les composantes spectrales sont dans la région où le gain est nul. Est-ce que toutes les composantes spectrales sont bien là, dans cette zone de gain égal à 0? Non, en fait, il manque la composante continue. Elle possède une fréquence nulle, trouve à une infinité de décades à gauche. Le 0 ne peut pas être représenté sur cette échelle-là, il se trouve à une infinité de décades à gauche de f. Donc toutes les composantes spectrales, sauf la composante continue, se trouvent dans la zone où le gain est égal à 0. Alors quel est l'effet de ce filtre sur ce signal d'entrée? Qu'est-ce qu'on observe à la sortie? Donc on voit que ce filtre, il traite la composante continue de façon différente des autres fréquences. En fait, la composante continue lui correspond un gain en décibels moins l'infini. Donc elle est infiniment atténuée, elle va être absente du signal de sortie, alors que pour les autres composantes du signal qui se trouvent ici, elles se trouvent dans la région où le gain est égal à 0, c'est-à-dire qu'elles vont rester telles qu'elles sont, on va les retrouver telles qu'elles sont dans le signal de sortie. Donc si on examine la figure ici, on voit que ce filtre, en fait, il élimine complètement la composante continue en laissant intactes les autres composantes harmoniques du signal. Alors ce filtre, en fait, il élimine la moyenne. Et on peut vérifier aussi par une écriture. Donc je reprends l'écriture qu'on a faite au début. Donc le signal S de T est égal à la somme de H fois les composantes de E. La composante S0, la moyenne du signal de sortie. S0, c'est H pour la fréquence 0 multiplié par la moyenne E0 du signal d'entrée. Et pour la composante alternative de S, c'est la somme des H multipliées par les différentes composantes spectrales, mais puisqu'ici elles sont dans un domaine de fréquence où nous avons le même gain, donc la même fonction de transfert, donc je peux la mettre en facteur, nous avons tout simplement la valeur de H multipliée par la composante alternative du signal d'entrée. Quelle est la valeur de H pour la fréquence f égale à 0? En fait, elle est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fonction de transfert pour ce filtre passe haut, elle s'écrit Jx sur 1 plus Jx. Et pour x égale à 0, on trouve h égale à 0. Et pour les hautes fréquences, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, pour les hautes fréquences, x est très grand devant 1. On peut négliger le 1. Et nous avons Jx sur Jx qui est égal à 1. Donc voilà, il nous reste 1 fois la composante alternative de E. Alors ce calcul, il reprend le raisonnement graphique que je viens de faire pour dire que le signal de sortie, il va contenir seulement la composante alternative du signal d'entrée. Alors si je prends une fréquence de coupure
qui est approximativement inférieur à 10F, alors le filtre bloque la composante continue du signal d'entrée. Comment peut-on voir ceci sur l'oscilloscope? Enfin, je prends un circuit RC et je prends ma sortie sur la résistance pour avoir mon passe-haut. Le signal d'entrée ici est un signal triangulaire de fréquence 2,5 kHz. Je vais choisir la fréquence de coupure FC de mon filtre de sorte qu'elle soit beaucoup plus petite. Je vais prendre ici par exemple 1/10 de F. Cela correspond à 250 Hz. En fait, FC égale à 1 sur 2 pi R fois C. Nous l'avons montré dans les vidéos précédentes. Donc il suffit de bien régler les valeurs de C et de R pour avoir la fréquence FC égale 250 Hz. D'abord, je visualise le signal d'entrée. Ici, c'est un signal triangulaire qui possède une valeur moyenne non nulle. Comme vous voyez ici, c'est une valeur moyenne égale à 5 volts. Et dans ces conditions-là, le filtre il va éliminer la composante continue du signal. Et il va laisser un signal purement alternatif. Donc, si je branche le signal de sortie, voilà ce qu'on voit sur l'oscilloscope. On voit un signal identique, sauf qu'il est un peu décalé vers le bas, de sorte que la moyenne du signal de sortie soit égale à 0. Voilà l'effet de ce filtre passe-haut dans ces conditions-là. Je reprends maintenant le diagramme de Bode. Je vais prendre une fréquence FC plus grande. Donc, nous avons déjà vu que ce cas-là n'est pas intéressant. Ce cas aussi n'est pas très intéressant. Mais si je continue à faire augmenter la valeur de FC, je vois que toutes mes composantes spectrales vont se trouver dans la zone où l'asymptote est oblique. Donc ici, on est encore un peu trop proche de la fréquence FC. Si je prends par exemple FC égale 10 puissance 3 fois F, 1000 fois supérieur à F, donc vous voyez que le spectre du signal d'entrée se trouve dans la zone correspondant à l'asymptote oblique. Alors pourquoi j'ai choisi cet intervalle-là? Alors parce qu'on va voir que dans cette zone-là, les différentes composantes spectrales du filtre vont subir un effet presque similaire, ce qui va donner un résultat assez intéressant. Essayons de voir ceci à travers un calcul. Alors si je prends la formule que nous avons écrite au début, mon signal de sortie est égal à la somme de H fois E. À chaque fois, je prends la valeur de H correspondant à la fréquence oméga n. Alors, cette somme, elle inclut aussi la composante continue qui correspond à la fréquence 0. Donc, c'est une somme étendue jusqu'à l'indice n égale à 0. Alors, je commence par remplacer H par son expression. Et puisque nous sommes dans la zone où F, toutes les fréquences sont bien inférieures à Fc, on sait bien que le signal d'un signal périodique est en réalité infini, mais en pratique, on peut l'arrêter à 2 décades ou 3 décades par exemple. Et on voit que toutes les composantes spectrales qu'on va traiter ici, elles sont inférieures ou nettement inférieures à Fc. Et dans ce cas-là, nous sommes dans la zone de basse fréquence. Si nous sommes dans la zone de basse fréquence, alors on peut négliger ce terme-là devant 1, ce qui nous laisse la somme de j oméga n sur oméga c multiplié par chaque composante harmonique. Alors le oméga c ici, c'est tout simplement 2pi multiplié par fc. C'est une constante. Je peux la mettre en facteur, comme ça. Et il me reste la somme des Jn multiplié par En, etc. Et en notation complexe, J oméga n, c'est la dérivée de cette exponentielle J oméga n. Donc je peux l'écrire comme ça. Voilà, j'ai traduit le J oméga n par une dérivée parce que nous sommes en notation complexe. Et la somme des dérivées, c'est la dérivée de la somme. Alors je peux inverser l'ordre des écritures ici. Et vous avez 1 sur oméga c, une constante, fois la dérivée de toute la somme En exponentielle j oméga n, etc. Et je rappelle que ce raisonnement est valable pour toutes les composantes oméga 1, oméga 2, etc. Mais aussi pour la fréquence nulle, puisque la composante continue, elle aussi, elle se trouve dans la zone d'asymptote oblique, c'est-à-dire dans la zone de basse fréquence. Donc ici, il s'agit d'une somme sur tout le signal, sur toutes les composantes du signal. On voit donc que le signal S de t égale une constante fois la dérivée du signal d'entrée. Donc il s'agit d'un filtre dérivateur, on dit. Donc si je me place dans cette condition, si Fc est très grande devant F, est suffisamment grande, alors le filtre est dérivateur, on dit, et le signal de sortie est égal à une constante, qui est 1 sur 2 pi Fc, multiplié par la dérivée de E. Le signal de sortie est la dérivée de E, à une constante près, mais il sera aussi de très faible amplitude puisqu'il sera aussi atténué. Donc c'est le prix à payer pour avoir cette dérivée avec ce filtre passe-haut passif. Alors essayons de voir ceci sur l'oscilloscope. Alors voilà mon filtre passe-haut avec ma sortie sur la résistance. Et au signal d'entrée, vous avez
un signal triangulaire de fréquence 250 Hz. Pour que mon filtre fonctionne comme un dérivateur, il faut que je prenne une fréquence FC très grande devant F. Je pourrais par exemple prendre une fréquence égale à 25 kHz ou 250 kHz. Mais rappelez-vous, il ne faut pas prendre une fréquence trop grande, sinon le signal sera trop atténué. Donc je vais prendre une fréquence FC égale à 15,9 kHz. Donc en fait ici, le signal d'entrée est un signal triangulaire dont le spectre va en pratique trop large, il s'étend sur peu moins de 2 décades, ce qui justifie cette valeur-là de FC qui n'est pas vraiment trop grande. Voilà mon signal d'entrée, c'est un signal triangulaire. Et pour ces valeurs-là, voilà mon signal de sortie. Donc, comme prévu, c'est un signal de faible amplitude, puisqu'il se trouve dans la zone où le filtre il atténue les signaux. Si j'ai bien choisi 1 volt par division pour le signal 2, même avec 1 volt par division, c'est peu, donc je vais encore augmenter l'échelle. Alors, comme ça, c'est mieux. Alors, si je prends l'intervalle allant de 0 jusqu'à t sur 2, dans cet intervalle-là, donc le signal d'entrée est une fonction affine de la forme a t plus b, alors que le signal de sortie en bleu ici est un signal constant. Donc si je prends, quelle est la dérivée de cette fonction affine? C'est une simple constante positive. Et dans l'intervalle, par exemple, suivant, qui va de t sur 2 jusqu'à t, le signal d'entrée est une fonction affine de pente négative. En fait, c'est la même valeur absolue de la pente, mais ici, simplement, le signe qui change. Et vous voyez que le signal de sortie dans cet intervalle est une simple constante négative. Et bien sûr, ce signal de sortie est en fait proportionnel à la dérivée du signal d'entrée. Alors le signal triangulaire ici, qui est une succession de pentes positives et de pentes négatives constantes, sa dérivée est un signal carré qui alterne par une constante positive et une constante négative. Essayons de vérifier les calculs. Donc, vous avez dans l'intervalle 0 jusqu'à t sur 2, le signal S de t est égal à son amplitude S. Il est donc égal à 1 sur 2 pi fc fois la dérivée de E, comme on vient de le montrer. Et si je remplace maintenant, j'essaie de calculer cette dérivée de E dans cet intervalle 0t sur 2. Donc c'est très simple, il s'agit d'une fonction ayant une pente constante. Et cette pente constante, on peut la calculer, c'est 2 fois l'amplitude divisé par t sur 2. Alors en simplifiant le 2 et le 1,5 et en remplaçant 1 sur t par f, voilà l'expression que j'obtiens. Alors je peux remplacer ces paramètres-là par leur valeur numérique. E est égal à ici 10 volts sur l'oscilloscope. Vous avez 5 volts par division. F est égal à 250 Hz et FC égale 15,9 fois 10 puissance 3 Hz. Et en faisant le calcul, on trouve la valeur 0,100 volts, c'est-à-dire 100 millivolts, ce qui correspond bien à ce qu'on voit ici sur l'écran de l'oscilloscope. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire avec un filtre passe-haut d'ordre 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec un filtre passe-bas d'ordre 1? Je reprends ici mon signal périodique de fréquence f avec son spectre qui s'étale sur quelques décades et avec sa composante continue que je ne peux pas représenter sur cette échelle-là, mais qui se trouve à, disons, une infinité de décades à gauche de la fréquence f. Et je vais placer mon filtre passe-bas, son diagramme de Bode ici, sur la même figure. Je place mon échelle pour le gain en décibels et je représente le diagramme de Bode pour un filtre passe-bas pour, par exemple, une fréquence de coupure FC choisie égale à 10 fois F, ici. Voilà le diagramme de Bode d'un filtre passe-bas d'ordre 1. On voit ici une asymptote horizontale de pente 0 décibels et ici une asymptote oblique de pente moins 20 décibels par décade. Les composants de cette spectra de mon signal se trouvent de part et d'autre de la fréquence de coupure et ce cas-là n'est pas intéressant pour le filtrage et vont subir des effets différents. Donc c'est un cas intermédiaire qui ne nous intéressera pas ici. Alors je vais modifier la fréquence FC. Par exemple, si je fais augmenter la valeur de FC, je vois que mon signal tout entier se trouve dans la zone où le gain est nul. Quelques composantes ici vont avoir un gain légèrement négatif et je peux corriger ceci en faisant augmenter davantage la valeur de FC. Alors toutes les composantes de mon signal, voilà, elles se trouvent dans la zone de gain égale à 0, c'est-à-dire de fonction de transfert égale à 1. Et puisque toutes les composantes spectrales se trouvent toutes dans le même domaine où la fonction de transfert est égale à 1, alors le signal de sortie est égal tout simplement h, la constante h qui est égale à 1 ici, fois le signal d'entrée. Le signal de sortie est identique au signal d'entrée. Donc si FC est très grand devant f, S de t égale à E de t. Et cette situation n'est pas très intéressante puisque
le signal n'est pas modifié, donc le filtre n'a aucun effet. Donc je vais chercher d'autres situations intéressantes, donc en faisant diminuer la valeur de FC. Comme vous voyez ici, si je prends cette valeur de FC, vous avez les composantes harmoniques du signal qui se trouvent dans la zone d'asymptote oblique, sauf un peu pour les premières fréquences, donc je dois continuer à faire diminuer FC. Voilà, comme ça. Alors maintenant, toutes les composantes harmoniques du signal, elles se trouvent dans la zone où le gain est représenté par une asymptote de pente égale à moins 20, sauf pour la composante continue qui se trouve dans la zone de gain égale à 0. Alors qu'est-ce qui arrive au signal si on le place de cette manière-là? Là, nous avons quelque chose d'intéressant, donc on va essayer d'analyser à l'aide de l'équation mathématique. Alors vous avez un signal de sortie qui est égal à la somme des H multipliées par les différentes composantes du signal. Puisqu'ici, la composante continue du signal va subir un effet différent des autres, donc on va la sortir ou la mettre dans un terme séparé dans la somme. Donc elle va être multipliée par la valeur de H pour la fréquence 0, plus la somme de H fois En exponentielle j oméga n de t, tel qu'on l'a vu au début. Ici, la fonction de transfert est égale à 1 sur 1 plus j oméga n sur oméga c. C'est la fonction de transfert d'un filtre passe-bas pour la fréquence oméga n, ou la pulsation oméga n. Il s'agit d'un filtre passe-bas dont la fonction de transfert tend vers 1 lorsqu'oméga tend vers 0. Pour le premier terme, vous avez 1 fois E0. Et pour les autres, donc ce sont les domaines de haute fréquence. Et dans l'approximation de haute fréquence, je peux négliger le 1 qui se trouve ici, et je prends alors l'inverse de j oméga n sur oméga c, que j'écris comme ça. C'est oméga c divisé par j oméga n. Oméga c, c'est tout simplement 2pi fois fc. Donc c'est une constante que je peux mettre en facteur. Alors 1 fois E0, c'est E0, plus oméga c que je mets en facteur, fois la somme, et le 1 sur j oméga n, en fait, c'est une primitive de la sinusoïde En exponentielle j oméga n de t. Alors je peux l'écrire comme ça. Et la somme de cette primitive, la primitive est en linéaire, je peux écrire que c'est la primitive de la somme. Donc je peux inverser l'écriture comme ça, et j'ai la primitive d'une somme d'harmonique, En exponentielle j oméga n. La somme sur n ici, elle porte sur toutes les composantes du signal qui se trouvent dans la zone de haute fréquence. C'est-à-dire que l'indice n, il commence par 1, c'est la fondamentale ici, 3, 5, 7, etc. Cette somme ne représente pas le signal E de t dans sa totalité, mais seulement le signal E de t privé de sa composante continue, c'est-à-dire c'est la composante alternative pure du signal E de t, c'est que je note E tilde. Alors si je résume, alors si j'emploie une fréquence fc assez petite devant f, par exemple ici fc est approximativement inférieur à 10f, alors le filtre est intégrateur. Et le signal de sortie, il est égal à E0, une constante, donc c'est sa moyenne, qui est égale à la moyenne du signal d'entrée, plus une constante de πfc multipliée par la primitive de la composante alternative pure du signal d'entrée. Donc à une constante près, c'est un filtre qui fait l'intégrale d'un signal ou la primitive d'un signal. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle filtre intégrateur. Alors je vais garder ces conclusions-là et on va examiner ceci sur l'oscilloscope. Voilà mon circuit RC passe-bas avec une sortie sur le condensateur. Je vais utiliser un signal carré, comme vous le voyez ici, d'amplitude 6 volts et de période égale à 400 microsecondes, ce qui correspond à une fréquence égale à 2,5 kHz. Alors pour modifier la fréquence de coupure RC, je peux agir sur la résistance ou bien sur la capacité. Ici, je choisis de garder la même valeur pour la capacité et de modifier la valeur de R. Alors je règle la valeur de R de façon à ce que FC soit 100 fois supérieur à F, c'est-à-dire égal à 250 kHz. Avec cette condition-là, nous nous trouvons dans le premier cas, qui est ici FC très grand devant F. Et dans ce cas-là, si j'observe le signal de sortie, on voit qu'il est identique au signal d'entrée, presque, comme prévu. Donc ici, j'ai employé la même échelle de représentation, mais si je modifie un peu, on voit bien qu'il s'agit bien d'un signal carré à la sortie. Si je reprends la même échelle, on voit bien qu'ils sont de même
amplitude, ils sont juste superposés l'un sur l'autre. Rien d'intéressant ici, puisque le filtre n'a aucun effet sur le signal. Maintenant, je vais commencer à modifier la valeur de R. Par exemple, je vais augmenter la valeur de R pour diminuer la valeur de FC. Alors, je fais diminuer la valeur de FC et on voit que le signal n'est pas parfaitement carré à la sortie. Il est légèrement déformé parce que les composantes spectrales du filtre se trouvent de part et d'autre de la fréquence FC et subissent des effets différents. Je vais continuer à faire augmenter la valeur de R, donc à faire diminuer la valeur de FC. Et je prends FC égale à F et on observe un signal complètement déformé. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez ici, les différentes composantes du signal se trouvent dans des zones différentes et subissent des effets différents. Donc ça donne un résultat qui n'est pas très intéressant. Mais maintenant, si je prends une valeur de FC égale F sur 10, voilà ce que je vois. Je vois qu'à la sortie, nous avons un signal qui est presque triangulaire, de faible amplitude bien sûr, mais presque triangulaire. Il y a une légère courbure, mais qui est assez satisfaisante comme résultat ici. On voit ici par exemple dans l'intervalle 0 jusqu'à t sur 2 que le signal d'entrée est une constante négative. Quelle est sa primitive? Sa primitive est une fonction affine de pente négative. Et dans cet intervalle-là, le signal d'entrée est une constante positive. Quelle est sa primitive? Sa primitive est une fonction affine de pente positive. Donc on voit bien que le signal de sortie est à une constante près, au facteur d'échelle près, est une primitive de ce signal d'entrée. Donc nous avons bien ce comportement intégrateur du filtre dans le cas où nous avons FC qui est à peu près un dixième de F. Mais ici, vous pourrez vous poser la question, mais où est la constante E0? Ici, nous avons choisi un signal d'entrée de valeur moyenne nulle. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est juste, dans ce cas-là, E égale à E tilde. Donc, sinon, si nous avions utilisé un signal de valeur moyenne non nulle, nous aurions vu un décalage dans le signal de sortie aussi. Ici, le signal de sortie et le signal d'entrée sont représentés à la même échelle. Si je fais augmenter un peu l'échelle à la sortie, donc vous voyez qu'il y a une légère courbure. Donc le signal n'est pas parfaitement triangulaire. Donc pourquoi? Parce que nous sommes encore un peu trop proche de la fréquence F. Il faut encore diminuer la valeur de FC pour avoir un effet intégrateur qui est meilleur. Donc si je prends la fréquence FC égale 1 centième de F, on obtient un signal qui a une amplitude très faible, mais qui est plus proche du signal triangulaire. Donc je pourrais ici chercher un compromis à faire entre une valeur FC assez petite pour que le comportement intégrateur soit assez correct, mais pas trop petite pour que le signal de sortie ne soit pas d'amplitude trop faible. Donc on voit ici que le signal de sortie est pratiquement constant, il est pratiquement nul. Et si j'utilise un signal d'entrée ayant une moyenne non nulle, alors le signal de sortie, lui aussi, il possède la même valeur moyenne puisqu'elle se trouve ici dans son expression. Comme vous voyez ici, si j'emploie une valeur de fréquence de coupure trop faible, le signal se réduit presque à la moyenne de E. Donc vous avez un signal de sortie qui est égal à une moyenne, plus ou moins quelques petites variations. Est-ce que je pourrais éliminer totalement la composante alternative de ce signal-là? Parce que au lieu d'avoir un intégrateur, est-ce que je pourrais avoir un filtre qui fait la moyenne, un filtre moyenneur, disons. Alors je vais reprendre mon diagramme de Bode. Donc voilà, on l'a laissé, FC égale à 10 moins 1 fois F. Et au lieu d'utiliser un filtre passe-bas d'ordre 1 pour essayer d'atténuer les composantes spectrales ici, je pourrais utiliser un filtre d'ordre 2, passe-bas d'ordre 2. Pourquoi? Parce qu'avec un passe-bas d'ordre 2, vous avez une pente qui est égale à moins 40 décibels par décade, comme vous le voyez. C'est un filtre qui atténue beaucoup plus ces composantes-là et de ne laisser que la composante continue du signal. Donc, il peut, par exemple ici, laisser seulement la moyenne du signal et éliminer complètement sa composante alternative pure. Rappelons aussi que cette courbe-là, pour le filtre d'ordre 2, en fait, cette courbe elle correspond à un facteur de qualité égal à 1 sur racine de 2. Et si on veut utiliser ce filtre passe-bas d'ordre 2 de cette manière-là, il vaut mieux laisser ce choix-là de la valeur de Q, parce que si on prend une valeur de Q qui est trop grande, on va avoir un phénomène de surtension qui est indésirable ici, puisqu'on cherche à faire un filtre passe-bas, justement. Et si j'emploie une valeur de Q trop basse,
Alors je fais éloigner ma courbe de son asymptote horizontale, ce qui brise un peu la limite entre la zone du filtre passant la zone et le filtre bloquant. Donc il vaut mieux garder une valeur qui est égale à 1 sur racine de 2, qui s'arrondit à peu près à la valeur 0,71 à peu près. Et là, vous avez, avec cette valeur de Q, vous avez deux zones bien distinctes, une zone passante et une zone bloquante. Alors, une dernière situation pour ce filtre passe-bas d'ordre 2. Donc, si vous avez, par exemple, à l'entrée, une superposition entre deux signaux, le signal que vous voyez ici en jaune et un autre signal de fondamental F', ayant son propre spectre comme ça. Et si je vais maintenant filtrer ces signaux-là, je veux les séparer, je veux par exemple garder que le premier signal, alors je peux modifier la valeur de FC. Donc, en faisant augmenter la valeur de FC jusqu'à 100 fois F, on voit que le premier signal, il se trouve dans la zone où le filtre est passant, alors que le deuxième signal se trouve dans la zone où le filtre est bloquant. Et là, on voit qu'on a filtré le premier signal, donc on a réussi à séparer ces deux signaux-là. Donc bien sûr ici, comme pour tous les autres exemples, il y a un compromis à faire. Si la valeur de FC est trop proche du signal F, donc elle risque d'atténuer ou d'éliminer quelques composantes spectrales de haut rang dans ce signal-là. Si on la rapproche trop de F', alors ce signal-là ne sera pas assez bien atténué, donc il sera non négligeable à la sortie. Donc il faut bien trouver le compromis. Et parfois, il y a des situations dans lesquelles il n'y a pas de compromis à faire. Les signaux sont trop proches, par exemple. Donc dans ce cas-là, le filtrage ne peut pas fonctionner. Et voilà pour cette série sur les filtres passifs et le filtrage des signaux périodiques. On peut passer maintenant à une autre série, mais en attendant, cliquez sur s'abonner, partagez nos vidéos, likez et activez les notifications pour ne pas rater les nouvelles publications. Et merci d'avoir suivi.